Et j'ajoute, Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. Que vous avez été patronne de la RATP avant de devenir ministre. Donc c'est quand même un secteur que vous connaissez bien de l'intérieur. Elisabeth Borne, on a annoncé une grève massive. Elle est spectaculaire. RATP, SNCF, quasiment à l'arrêt demain. Ça en dit long quand même sur le rejet de votre réforme. Alors, je vous confirme qu'on a un mouvement qui est très suivi, hein, ce n'est pas une surprise, et donc une situation extrêmement dégradée demain, avec un TGV sur 10, un TER sur 3, et puis vraiment une situation très dégradée en région parisienne. Effectivement, je pense qu'on est sur un sujet qui est très sensible pour les agents de la RATP et de la SNCF, donc qui manifestent effectivement leurs inquiétudes. C'est des inquiétudes à ce stade, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas encore défini les modalités précises de la réforme. Le Premier ministre a eu l'occasion de dire qu'on est évidemment déterminé à mettre en place un système de retraite qui assure une solidarité entre tous les Français et qui donne les mêmes droits à tous les Français. Ce ne sont pas des inquiétudes à ce stade. Quand vous voyez une mobilisation qu'on dit à ce point historique, et elle l'est, c'est au-delà, c'est un rejet. Je dis que c'est des inquiétudes, puisque ça ne peut pas être un rejet d'une réforme qui n'est pas connue. Les modalités de la réforme n'ont pas encore été définies. Donc, à ce stade, c'est forcément la manifestation d'une inquiétude, de l'attachement à un contrat social qui a été passé entre les entreprises et ses agents. C'est des inquiétudes que moi je comprends. Et du coup, je dis aux agents, je le dis aux organisations syndicales, le gouvernement a dit à la fois qu'il est déterminé à mettre en œuvre la réforme, mais qu'il y a une place pour une discussion sur la transition. Et donc moi j'espère qu'on va pouvoir avoir ces discussions sur les modalités de mise en œuvre de la réforme. Et on va en reparler dans quelques instants. On reste sur une question pratique, parce que demain, tout le monde, tous les Français qui travaillent, qui ont besoin de bouger, sont en train d'essayer de s'organiser. Quelles sont les alternatives? D'abord, est-ce que vous, l'État, qui est prépondérant dans l'organisation de la RATP et la SNCF, vous ne pouviez pas assurer un service un peu plus nourri que celui-là, que ce service minimum? Bon, donc je vous confirme que tout le monde est mobilisé, que ce soit l'État, les entreprises, les régions qui sont en charge de l'organisation des TER pour proposer des solutions alternatives. Compte tenu effectivement du trafic très faible qu'on va avoir demain, la première recommandation pour ceux qui le peuvent, c'est de faire par exemple du télétravail, d'éviter de se déplacer demain. Et ensuite, on a travaillé à des solutions de type covoiturage. Par exemple, en Ile-de-France, la région va proposer du covoiturage gratuit. La RATP et la SNCF ont aussi noué beaucoup de partenariats, là encore, dans le covoiturage, avec des VTC, avec des taxis. Et c'est à peu près 500 000 voyages qui pourraient être assurés avec ces solutions alternatives. Donc au global, c'est de l'ordre de 15% de l'offre d'un jour normal qui sera assurée demain. Mais si je comprends bien, vous parlez de la région Île-de-France, vous parlez des entreprises. Vous, l'État, vous, ministre des Transports, est-ce que vous organisez directement des alternatives pour les Français qui veulent voyager demain? Est-ce que vous mettez à disposition des bus, par exemple? Des bus qui seraient tarifés de la même façon qu'un transport public? L'État n'organise pas directement. Il demande aux entreprises SNCF, RATP d'avoir des alternatives du type de celles que vous évoquez. L'État n'organise pas directement des transports. Et la SNCF mettra en place, par exemple, plus de bus que d'habitude ou pas? La SNCF assurera des services par car sur un certain nombre de liaisons TER. Et puis par ailleurs, des opérateurs, vous savez, les fameux cars Macron, vont certainement renforcer leurs offres en alternative à des TGV sur des liaisons entre les grandes villes françaises. Vous leur avez demandé? Ils le font spontanément. Vous voyez, quand ils ne voient, c'est ce qu'on avait pu voir dans le mouvement de grève de 2018, ils renforcent leur offre sur des liaisons entre les grandes villes françaises. En majorant leurs tarifs? On a bien demandé, notamment aux VTC, de ne pas majorer exagérément leurs tarifs. Et pas par exagérément, ailleurs, mais... Ils ont des algorithmes qui sont les leurs, mais effectivement, de ne pas majorer. Vous avez demandé aux opérateurs de VTC d'éviter de passer, de faire du simple au quadruple, parfois. Une course de 10 €, elle peut passer à 40 € les jours de grève. Je vous confirme que c'est bien ce qu'on leur a demandé, et je pense qu'ils ont entendu ce message qu'on attend d'eux, qui ne multiplient pas par 4 effectivement les tarifs de leurs courses. Et puis par ailleurs, sur les cars entre grandes villes, les opérateurs aussi donc, vont mettre en place des offres, et on leur a aussi demandé de ne pas pratiquer des prix qui seraient exagérés pour ces liaisons. Mais quand vous avez demandé, vous n'avez pas de garantie pour autant. C'est leur bonne volonté d'opérateurs privés. Je pense qu'ils ont entendu les messages. Vous pensez qu'ils ont entendu?
On va continuer à discuter avec eux, mais donc je pense qu'ils ont entendu les messages. Vous disiez tout à l'heure, on va à peu près pouvoir assurer 500 000 voyages par des modes alternatifs. Là-dedans, vous comptez donc le covoiturage, l'écart en renfort de la SNCF, voilà, ce type de transport. 500 000 sur combien de millions de voyages par jour? Globalement, on assure à peu près 15% de l'offre d'une journée normale. Donc je vous confirme. 15%? Oui, 15%. 15% de l'offre normale sera à la fois avec le peu de trains et de métro qui circuleront et tout ce qui est alternatif. 15%. Ça, ce sera la journée de jeudi et vendredi et samedi et dimanche. Alors, vous savez que les salariés se déclarent 48 heures à l'avance, donc on pourra faire le point cet après-midi sur la situation vendredi. Il y a du reste un point presse qui est organisé par Jean-Baptiste Djebari avec la présidente de la RATP. Votre secrétaire d'État au transport. Voilà, et le président de la SNCF. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à une amélioration significative vendredi. Pas d'amélioration significative vendredi à la SNCF et à la RATP. Vous vous attendez à une grève longue, Elisabeth Borne? Alors, mon objectif, c'est qu'on puisse reprendre des discussions avec les organisations syndicales, que les responsables des entreprises puissent le faire. Je le redis, les concertations sont encore en cours. Vous voulez dire, mon objectif, c'est d'éviter une grève longue par la négociation? Mon objectif, c'est bien que les responsables des entreprises puissent se mettre autour de la table avec les organisations syndicales, puisque, je le redis, il y a un espace pour discuter du rythme, de la durée de la transition et donc des modalités de mise en œuvre de la réforme. Et donc je pense que c'est important. Le Premier ministre a annoncé que Jean-Paul Delevoye tirera la synthèse, on va dire, des consultations qu'il a menées en début de semaine prochaine. Et dans les jours qui suivront, il présentera le cadre et de façon précise la réforme des retraites, puisque aujourd'hui les paramètres ne sont pas encore définis, notamment sur les rythmes de cette transition. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est important qu'il puisse y avoir des discussions dans les entreprises sur ces transitions. Je pense que les salariés de la RATP et de la SNCF sont attachés à leur régime, à leur contrat social global, et qu'on est bien conscient de ça et qu'il y a une place pour discuter du rythme des transitions. Vous êtes bien conscient de cela, Elisabeth Borne. Il y a quand même quelque chose que, on a du mal à comprendre, c'est que cette grève, elle est annoncée depuis très longtemps. Cette réforme des retraites, elle est annoncée depuis très longtemps. Pourquoi n'avoir pas négocié avant ? Pourquoi être allé dans le mur du 5 décembre, pour reprendre l'expression d'un conseiller ministériel, le mur du 5 décembre, pour enfin discuter ? Le calendrier des concertations, il est annoncé depuis longtemps. C'est pas moi qui ai choisi. La grève aussi. C'est pas moi qui ai choisi cette date de grève avant la fin des concertations. Et vous savez, on nous reproche parfois, et on nous a reproché d'avoir des décisions trop verticales. Et quand on dit qu'on veut prendre le temps des concertations, on ne peut pas nous reprocher de prendre ce temps. Donc ce temps, il est nécessaire pour écouter les organisations syndicales qui ont des propositions à faire. C'est ce que fait Jean-Paul Delevoye, c'est ce que le Premier ministre a eu l'occasion de faire en recevant toutes les organisations syndicales. Et qui va arbitrer, Elisabeth Borne ? Qui va arbitrer ? C'est très clairement le Président de la République et le Premier ministre qui vont définir le cadre précis de la réforme qui sera présenté par le Premier ministre. Mais entreprise par entreprise, parce qu'il y a un cadre général de la réforme. Après, il va y avoir des chemins différents pour arriver au bout de l'application de cette réforme. Cette réforme, l'objectif est très clair. Les chemins pour y parvenir pour chaque entreprise sont très obscurs, en revanche. Donc c'est cela qui va être arbitré entreprise par le président et Alors vous avez raison de dire que le cadre de la réforme, il est très clair. C'est un système de solidarité entre tous les Français, parce que on est sorti d'une époque où on passait toute sa vie professionnelle dans une entreprise. On voit qu'on a, par exemple, à la SNCF, moins de cheminots que dans les années 40 ou 50. Et donc, du coup, ça justifie qu'on ait besoin d'un régime qui assure une solidarité entre tous les Français. Donc ce cadre, il est très clair, un système de solidarité entre tous les Français, un système qui donne les mêmes droits à tout le monde. Ensuite, il y a un rythme de transition qui doit être défini pour tous les Français et pour les entreprises, un principe d'équité qui doit être aussi retenu. Je pense que les gens ne comprendraient pas qu'on ait des périodes de transition très différentes pour l'ensemble des Français et pour certaines entreprises. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement poser un cadre global avec effectivement une mise en œuvre dans chacun de ces régimes spéciaux. Et ça, entreprise par entreprise, puisque c'est de cela dont il s'agit, la RATP, la SNCF en priorité, c'est votre objectif que s'ouvre la négociation. Qui négocie ?
Jean-Paul Delevoye, Monsieur Farandou et la patronne de la RATP, qui? Clairement, le cadre il sera global avec ce souci d'équité, donc il y aura un cadre. Mais je vous dis général. Pour être clair, parce que vous savez qu'on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment s'organise cette réforme. Est-ce que le cadre général qui va être annoncé la semaine prochaine, vous nous dites, la semaine prochaine, en début de semaine ou en fin de semaine? Ce calendrier, c'est le Premier ministre qui le définira précisément. Ce qui a été dit, c'est que Jean-Paul Delevoye présente les synthèses des consultations qu'il a menées en début de semaine prochaine et dans les jours qui suivent le Premier ministre. Eh bien, ce cadre général, est-ce qu'il définira, est-ce qu'il y aura à l'intérieur de ce cadre, précisément, les mesures de transition entreprise par entreprise? Ou est-ce que vous allez dire, voilà, il y a un cadre général et après, les entreprises vont devoir négocier? Il y a un cadre général et un principe d'équité qui s'applique à tous. Vous voyez, on ne va pas dire c'est 5 ans pour tout le monde et 40 ans dans un certain nombre d'entreprises. Ce ne sera pas différent à la RATP et pour le secteur privé, par exemple? C'est un principe d'équité, je vous dis. Donc un personne ne comprendrait qu'on soit... Voilà, il y a une recherche d'équilibre et donc, effectivement, c'est des discussions qui devront être menées ensuite avec chaque régime spécial, mais dans ce principe général d'équité. L'arbitrage, donc, il aura lieu pendant le week-end? Enfin, moi, je ne vais pas maîtriser l'agenda du Premier ministre et du Président de la République, mais je vous dis qu'on aura effectivement tous les éléments suite aux consultations menées par Jean-Paul Delevoye et que l'objectif maintenant, et je pense qu'il y a une attente importante, c'est qu'on précise le cadre précis de cette réforme. Vous qui avez été patronne de l'entreprise RATP, est-ce que le gouvernement n'a pas intérêt à aller très vite maintenant dans la proposition? Je pense qu'il y a une attente. La clarification. Il y a une attente forte qui est entendue par le gouvernement, par le Premier ministre, et je pense qu'on pourra effectivement maintenant, prochainement, préciser le contenu de la réforme. Le contenu, je pense que celui-là, il est clair, mais le rythme de transition. Vous, la clause du grand-père, elle a été repoussée par Jean-Paul Delevoye. Le président lui-même avait dit, elle est sur la table. Finalement, le Premier ministre a semblé l'écarter. Ça ne peut pas revenir sur la table des négociations ? Cette clause, elle était dans le rapport de Jean-Paul Delevoye pour dire que finalement, il y a effectivement à placer un curseur entre une application rapide et évidemment, si le gouvernement pense que cette réforme est importante et qu'elle est juste, on pourrait souhaiter qu'elle se mette en place le plus vite possible. Mais il faut évidemment aussi tenir compte du fait que des transitions trop rapides, ça peut être ressenti comme brutal par des gens qui sont attachés au contrat qu'ils ont passé avec leur entreprise. Et donc, à l'autre extrême, on va dire, il y aurait l'idée de ne l'appliquer qu'aux nouveaux entrants. Évidemment, si on fait ça, on reporte très loin une réforme dont on pense qu'elle est juste. Donc c'est pour ça que le curseur doit se trouver entre les deux. Et parce que c'est vrai, encore une fois, vous les connaissez, vous, les conducteurs de la RATP, ils ont été embauchés sur la base de... Ils travaillent 24-24, 7-7, comme on dit, c'est comme les chaînes d'infos continues, ils travaillent tout le temps. Et effectivement, en contrepartie de ça, eh bien, ils ont un âge de départ à 52 ans. Eh bien, ou plus après s'ils veulent une retraite à taux plein. Mais bref, 52 ans. C'est vrai que casser ça... Changer les règles en cours de route, vous trouvez aussi que ça n'est pas normal? Je vous confirme que la situation n'est pas la même selon que vous venez juste de rentrer à la RATP ou vous êtes à 5 ans de la retraite. On voit bien que le contrat passé avec l'entreprise n'a pas le même poids si vous êtes à 5 ans ou même à 10 ans de la retraite ou si vous venez de rentrer dans l'entreprise. Et par ailleurs... Et donc il faut tenir compte de ceux qui sont très proches de la retraite, et donc, il faut dont on ne peut pas changer les règles, 5, 10, 15 ans, avec c'est ce que le Premier ministre a dit, je vous confirme. Ouais. Voilà. Mais la clause du grand-père, en revanche, ça ne vous paraît pas, vous C'est-à-dire que cette réforme qui doit, je le redis, assurer une solidarité et une justice entre tous les Français, vous comprendrez que le gouvernement ne souhaite pas qu'elle se mette en place trop tard. Vous avez perdu la bataille de l'opinion, Elisabeth Borne, on dirait. Regardez ce qu'en disait hier un leader de la CGT qui était sur le plateau de David Pujadas sur LCI. On est toujours entre 54% et jusqu'à 66% de Français, toutes catégories confondues, qui soutiennent le mouvement contre la réforme. Donc c'est un chiffre très très important. J'observe qu'aujourd'hui les grévistes sont plus populaires qu'Emmanuel Macron, qui je crois fait 37% dans les sondages. Le gréviste aujourd'hui est le nouveau fashionable de France. Le nouveau fashionable, à la mode. C'est ce qu'il voulait dire. Nous sommes plus populaires, nous, les grévistes, en l'occurrence la CGT, qu'Emmanuel Macron. Oui, enfin, je pense que depuis le début, vous savez, la CGT refuse de discuter. Donc, du coup, de se prévaloir du fait que le mouvement est populaire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Je pense que les Français sont conscients que le régime de retraite doit être réformé.
qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes, et ça, ce monsieur ne le dit pas, sur la capacité qu'on aura à leur garantir une retraite demain, qu'il y a en France, de façon générale, le souhait d'avoir de la justice entre les Français, ça s'exprime beaucoup chez les Français, le souhait d'avoir des régimes justes, dans lesquels tous les Français ont les mêmes droits. Et donc, du coup, la bonne attitude, c'est de discuter de la façon dont on met en œuvre cette réforme. J'entends bien, mais pourquoi, comment vous expliquez, en quelques mots, comment vous expliquez que 69% soit derrière les... Je pense qu'on est sur un sujet très sensible. Qu'est-ce que vous avez raté ? On est sur un sujet très sensible. Quand on parle de la retraite, c'est un moment où on est plus fragile dans sa vie et donc on a besoin d'être rassuré. Qu'est-ce que vous avez raté ? Puisque vous le savez, vous le dites vous-même, on a besoin d'être rassuré par nature. Qu'est-ce que vous avez manqué ? Je pense que, vous savez, c'est aussi la contrepartie du fait qu'on souhaite mener des concertations et qu'on nous demande d'avoir le résultat des concertations et d'être parfaitement clair sur le contenu de ce futur régime de retraite alors qu'on ne les a pas terminés, c'est un peu paradoxal. Mais aujourd'hui, il y a une impatience, il y a une attente forte et c'est ce à quoi le Premier ministre répondra. Est-ce que vous avez peur il y a des manifestations demain. Le ministère de l'Intérieur, on en a parlé ce matin sur LCI, a mis en place un dispositif majeur de sécurité. Vous craignez une convergence avec les Gilets jaunes ? Surtout le point, c'est qu'on le voit à l'occasion des manifestations, et ça date pas d'hier, vous avez des gens violents qui se glissent dans les manifestations, et autant, effectivement, moi je suis attaché au droit de grève, dans le respect des usagers, je suis attaché au droit de manifester, mais par contre, ceux qui veulent avoir des actions violentes dans les manifestations, on ne peut que les condamner. Et je pense mais vous les craignez, est-ce que vous les craignez demain ? Mais, est-ce que pour vous, demain, il y a une forme d'heure de vérité et est-ce que vous redoutez Sur toutes les manifestations de ces derniers mois, vous avez vu qu'il y a des individus violents qui se glissent dans ces manifestations. Et donc, évidemment, le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre sont très mobilisés pour éviter ces actes de violence qui sont condamnables. Et je pense que ça serait bien que tous les responsables politiques puissent condamner ces violences qu'on voit en marge des manifestations. Vous pensez à qui ? Je pense que toute la classe politique aujourd'hui, tous ceux qui appellent à manifester demain, du Rassemblement national au Parti socialiste, pourraient aussi appeler à le faire dans le calme et condamner la violence. Donc vous appelez les partis politiques à condamner la violence. À condamner la violence et à appeler au calme. Vous dites que c'est de la responsabilité de tous les leaders du Rassemblement national au Parti socialiste, à la France insoumise. Je pense que tous ceux qui appellent à manifester doivent aussi appeler à le faire dans le calme et surtout sans violence. Ça me semble normal et ça me semble ce qu'on peut attendre d'un responsable politique. Ça vous choque, vous, que le Rassemblement national et le Parti socialiste manifestent bras dessus, bras dessous ? Non, pas bras dessus, bras dessous, d'ailleurs, c'est pas... C'est une première, je le note simplement. Je le note. Et alors ? Non, c'est un constat. C'est vous qui êtes peut-être responsable de cette situation, d'avoir coalisé tout le monde contre vous ? Écoutez, on porte une réforme qui est vraiment, je pense, un élément essentiel du contrat que le pays peut avoir avec chaque Français, de lui garantir... Est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Non, je vous confirme que le gouvernement est déterminé. Je pense que c'est vraiment un aspect très important du contrat qu'on a avec les Français, de garantir une retraite équitable pour tous. Vous irez jusqu'au bout de cette réforme ? Oui, je vous confirme que le gouvernement est déterminé. Vous en êtes certaine ? Je vous le confirme. Vous êtes certaine ? Vous me confirmez que vous êtes certaine ? Je vous le confirme, mais il y a une place pour une discussion et le Premier ministre annoncera des modalités de transition parce qu'on est aussi bien conscient qu'on ne peut pas changer brutalement des règles, qu'il faut des périodes de transition. Et donc, ce sont effectivement les concertations qui sont menées par Jean-Paul Delevoye, par le Premier ministre, pour arriver à trouver le bon équilibre. Qui feront, donc, il y aura des concessions. Voilà. C'est des modalités de mise en œuvre. Il y aura des concessions. Qui tiennent en compte... C'est d'écouter. Oui ou non ? Bien sûr, on ne voit pas les syndicats pour ne pas tenir compte de ce qu'ils proposent. Donc il y aura des concessions dans les jours qui viennent et le Premier ministre les annoncera. Elisabeth Borne, un mot juste des inondations, si on a le temps, quelques secondes, parce que vous étiez dans le Var. C'est important aussi pour les Varois. Un tout petit mot, est-ce qu'il y a un bilan chiffré de ce que coûteront ces inondations ? Alors, effectivement, il y a 2 épisodes très violents qui ont affecté le sud-est de la France. Il y a eu 12 victimes, et donc c'est effectivement des épisodes très, très violents. Il y a beaucoup de sinistrés. Moi, j'ai vu des gens hier qui ont subi 2 inondations à 8 jours d'écart. Et il y a
près de 40 000 sinistres sur le premier week-end. On n'a pas encore les chiffres pour le second. Mais donc moi, j'ai souhaité aller évidemment rencontrer ces Français qui sont en grande détresse pour certains d'entre eux, parce que quand vous avez votre habitation inondée, c'est déjà voilà, très choquant, mais 2 fois de suite, là, c'est vraiment, on peut vraiment être en pleine détresse. Et j'ai souhaité aussi rencontrer des élus. Ils étaient très responsables pour qu'on travaille ensemble pour mieux prévenir les conséquences de ces inondations. Et on a pu échanger. On doit être plus efficace pour prévenir, pour protéger les populations face à ces inondations, alors qu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, on risque d'avoir des épisodes de ce type-là plus fréquemment et avec plus de violence. C'est ce qu'on a vu malheureusement ces dernières semaines. Et normalement, si vous avez les transports à votre disposition, vous serez d'ailleurs à la COP25 à Madrid vendredi. Absolument. Si vous pouvez partir. Je vous confirme que je serai à la COP à Madrid. Ah bon, quel que soit Parce que c'est très situation. important aussi que tous les pays se retrouvent pour prendre des mesures pour réduire ce dérèglement climatique. C'est aussi très important. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.